comme ça, juste, je vais vous dire, les Français ont deux caractéristiques quelque peu contradictoires. Ils épargnent comme des fous, et pourtant, ils vont connaître une fin de vie misérable. Dis donc, Charles Gave, vous êtes gentil, hein, vous nous noyez dans l'optimisme. Et pourquoi? Parce que, ajoutez-vous, les mêmes Français, quand il y a un problème, font toujours la même demande. L'État doit s'en occuper, à la place de se dire, mais qu'est-ce que je devrais faire pour que ce problème ne me touche pas? Alors, pourquoi vous avez écrit ce livre, en fait? J'ai écrit ce livre parce que c'est une longue histoire, je vais essayer de la faire courte. Mon métier, pour des raisons qui m'échappent, j'ai une façon de regarder le marché financier, l'économique, et pas celle de tout le monde. Et il se trouve que j'ai plutôt plus raison que tort. Ça fait 40 ans que vous faites ça. Ça fait 50 ans que je le fais, donc... Et donc, au départ, étant d'un naturel vénal, je l'ai fait pour des gens qui me payaient très cher. Vous voyez, c'est normal, quoi. C'est bien. Et puis, je suis arrivé à un moment où j'ai atteint ce que les Américains appellent le fuck you money, c'est-à-dire où je fais ce qui me plaît, et puis les autres, j'en ai rien à foutre, quoi, c'est pas mon problème. Et je suis revenu en France, et là, avec ma fille, on a créé l'Institut des Libertés, on a commencé à écrire sur des trucs, et je me suis rendu compte petit à petit que quand j'écrivais sur l'épargne des gens, ça les intéressait énormément. À ce moment-là, j'avais beaucoup de questions. Donc j'ai commencé à orienter un peu plus l'Institut des Libertés vers l'épargne. Et puis, j'ai fait un faux portefeuille, enfin portefeuille comme ça, dans lequel je mettais 10 valeurs françaises, et puis de l'or et des obligations chinoises, qui a fait 54% en 4 ans, ce qui était bien. 54% d'augmentation. D'augmentation en 4 ans, ce qui était bien, avec un profil de risque très très bas. Hein. Et puis, les gens, ils me posaient de plus en plus de questions, et ma fille m'a dit, tu sais ce qu'on va faire? On va faire une université de l'épargne, pour apprendre aux gens à gérer leur épargne. Donc, on a créé cette université de l'épargne. On n'avait pas eu le temps de dire qu'on l'a créé, qu'on avait 5000 abonnés, ce qui est quand même beaucoup. Pas mal, ouais, bien. On faisait payer la somme monstrueuse de 100 € par an, parce que si vous donnez quelque chose gratuitement aux gens, ils pensent que ça vaut rien. Donc l'abonné, il paye 100 € par an, on s'abonne à votre université de l'épargne. Il a plein de cours, il a des questions, on a créé un... C'est quoi, universitédépargne.org? C'est quoi universitédépargne.fr, je crois. Mais vous tapez université d'épargne, vous arrivez dessus. Donc on fait des cours, on est 3 à travailler là-dessus maintenant. Et je me suis dit, on a besoin d'un manuel. Et donc j'ai écrit le manuel. Voilà. C'est de vous faire avoir, oui. C'est de vous faire avoir. Et ce que j'essaye de montrer aux gens, c'est que c'est pas difficile du tout. La plupart des gens, quand vous le commencez à leur parler d'épargne, ils prennent un air affolé, et ils disent, mais c'est très compliqué. Et peut-être, Charles, pardon, il faudrait peut-être définir qu'est-ce que c'est que l'épargne. Mais l'épargne, commençons à la définir. Économique, je vais vous dire ce que c'est que l'épargne. C'est grosso modo, pour un type, c'est vous dépensez de l'argent, et à la fin d'avoir dépensé, vous avez la même chose. Vous voyez, vous avez dépensé votre surplus. Vous voulez dire qu'il me reste autant d'argent quand j'ai dépensé, donc c'est des bénéfices, quelque part. C'est un peu les bénéfices. Les bénéfices, et d'ailleurs, dans l'épargne nationale, vous avez l'épargne des particuliers, qui mettent de côté et qui essayent d'investir pour garder la même chose, au moins. Et de l'autre côté, vous avez l'épargne des entreprises, qui sont les profits. D'accord, oui, bien sûr. J'y reviendrai parce que ce que je viens de dire est assez important. Donc, je suis content que vous ayez cette autosatisfaction qui fait votre charme. Oui, c'est pas que je fais vous savez ce que disait ma grand-mère, c'est quand je me vois, je me désole, quand je me compare. je me réjouis. Je me console. Absolument. Alors justement, je voudrais juste rappeler, parce que c'est intéressant, on va les énumérer. Je voudrais rappeler les 10 commandements de l'université de l'épargne. Vous les donnez. Tu t'occuperas de ton épargne toi-même. Tu diversifieras tes investissements entre classes d'actifs, tu rebalanceras régulièrement ton portefeuille, tu éviteras les dettes, surtout en période de déflation, tu resteras vigilant face aux signaux du marché, tu te protégeras contre l'inflation avec l'or, on va parler, tu privilégieras l'épargne en cash en période de crise, tu utiliseras la règle de la moyenne mobile de 7 ans, tu seras patient et prudent, et tu poursuivras constamment l'apprentissage. Mais alors, vaste programme, c'est très intéressant, Charles, mais comment je fais, moi, par exemple, qui travaille de matin au soir beaucoup, enfin, qui sont occupés, comment on va s'initier à cela? C'est quand même très complexe. C'est pas complexe du tout. La première des choses que vous devez vous rendre compte, c'est qu'il y a 30 ans, 40 ans, gérer de l'épargne, ça supposait une infrastructure monstrueuse. C'est-à-dire qu'il fallait des ordinateurs, des trucs, c'était compliqué, passer les ordres, c'était cher. Oui. C'était très compliqué. Aujourd'hui, vous avez toute une série de plateformes sur lesquelles vous pouvez mettre votre épargne, vous déposez l'argent dans la plateforme, et ensuite, vous avez sur votre ordinateur de quoi la gérer, et c'est pas plus difficile que l'email.
Et à ce moment-là, on peut le gérer, oui, tout sur un appareil et tranquille. Voilà. Et vous aurez le cours, la valorisation de votre épargne en temps réel, tous les jours. Vous regarderez la façon, parce que dans ces plateformes, ils vous mettent à jour tout sans arrêt. Tout le temps, oui. Les coûts aujourd'hui de transaction sont très faibles. Pour vous donner un exemple, quand je gérais de l'épargne institutionnelle à Londres il y a 25 ans, j'avais dû installer un ordinateur qui était de la taille de cette pièce, quoi. Ah bon? Ah ouais. Et oui, et ça me coûtait d'entretenir cet ordinateur, de faire les relations avec tout le monde, 2 millions de dollars par an. Maintenant, ça vous coûte rien. Donc, il n'y a aucune raison qu'un particulier ne se mette pas sur eToro, Boursorama, il y en a plein, hein. Ouais, Vous le faites et vous apprenez en une demi-journée comment ça marche. Comment passer un ordre, comment vérifier les trucs. Ils vous font d'ailleurs des démonstrations. Vous pouvez les avoir facilement. Vous pouvez faire des simulations. C'est-à-dire que avant que vous mettez pas du vrai argent, vous commencez à jouer avec du faux argent, des jetons, pour voir comment ça se passe. Donc, c'est très facile. Et ensuite, ce que j'essaye de montrer, la plupart des gens s'imaginent que gérer son épargne, c'est devant un écran. Si l'écran est vert, tout va bien. S'il devient rouge, vous donnez tout vert. Parce que le vert, ça veut dire que tout s'en va, ouais. Et donc, vous avez l'impression que vous devez rester et surveiller les signaux toute la journée. En fait, la façon dont moi je gère de l'épargne, c'est que je donne un ordre une fois tous les 3 mois. C'est ce que je montre comment on peut gérer une épargne de façon parfaitement rationnelle en donnant un ordre tous les 3 mois en fonction d'un signal qui se produit une fois tous les 5 ans, quoi. Et ce que je veux dire, c'est donc. Mais comment savoir si ce qui monte, ce qui descend, si je ne suis pas à la bourse, si je ne suis pas en permanence en train de regarder ce qui se passe, comment je fais? Vous vous inscrivez à l'université de l'épargne pour commencer. On signalera ces changements. Ouais. On dit aux gens, vous impressionnera. Mais je vous donne un exemple qui est assez simple. Un exemple concret, oui. Un exemple concret. Vous dites, je veux garder la valeur de mon épargne en pouvoir d'achat. Bon. C'est-à-dire, je vais pouvoir le dépenser comme je veux. C'est-à-dire que mon épargne, une fois que j'aurai déduit le taux d'inflation, je pourrai dépenser la même chose. D'accord. Alors, dans ce cas-là, il faut utiliser ce qu'on appelle des réserves de valeur. C'est ça. Oui, ça veut dire? Les réserves de valeur, c'est ce qui garde sa valeur. Et dans les marchés, il y en a 2. C'est pas trop compliqué. Vous avez les obligations d'État et vous avez l'or. Ce sont les 2 vraiment qui gardent leur valeur. Ouais. Voilà. Ouais. Et alors, vous savez, que les États, aujourd'hui, sont tellement endettés qu'ils rembourseront jamais leurs obligations. Oui, c'est ça. Vous me dites, mais c'est obligation d'État, tout va bien. Mais non, je dis... Donc, quand l'État est bien géré, par exemple, vous achetez une obligation suisse, vous serez remboursé. Vous achetez une obligation française, vous ne serez pas remboursé. Donc, ce que vous faites, c'est que vous faites un rapport, le cours de l'or, divisé par ce que vous rapporte l'obligation. Vous faites un ratio entre les deux, comme ça. Et si l'or fait mieux que les obligations... C'est l'or. C'est l'or. Et si les obligations font mieux que l'or... C'est les obligations. Et vous faites une moyenne mobile à 7 ans, ce qui ça prend du temps. Et si depuis 7 ans, l'or fait mieux que les obligations, vous n'avez pas d'obligation. Vous avez de l'or. Est-ce que ça marche très très bien. Ouais. Et c'est très facile. Une question, il y en aura beaucoup, je sais qu'il va arriver, mais est-ce que est-ce que c'est la même chose, l'épargne, je pose la question vraiment de Huron, et la bourse? Ou c'est autre chose? Alors là, est-ce que l'épargnant peut jouer à la bourse ou etc. Voilà. Non, vous avez différentes façons d'épargner. Vous pouvez par exemple acheter un appartement dans lequel vous vivrez. Ouais, c'est une épargne. Oui, c'est une épargne. C'est une épargne. Vous pouvez mettre votre argent dans un Picasso. C'est une autre forme d'épargne. Donc je définis, il y a 2 sortes d'épargne, ce que j'appelle les valeurs de rareté, un Picasso, de l'or, ou les valeurs d'efficacité des outils. Les outils comme par exemple? Les outils comme par exemple le VMH. Ah d'accord. L'entreprise, enfin, l'entreprise. Ouais, c'est-à-dire, donc la valeur d'efficacité, c'est ce qui vous permet de participer à la croissance du PIB. Parce que si vous choisissez bien vos valeurs, vous allez faire mieux que l'or ou les obligations. Donc ce que je fais là-dedans, c'est que je dis, il y a un type qui à la fin du siècle dernier, aux États-Unis, a montré que vous avez, ce que j'essaie de montrer là-dedans, c'est que vous avez 4 outils que vous devez utiliser. Les bons du trésor à 3 mois, c'est-à-dire les taux courts, c'est-à-dire vous achetez un fonds de trésorerie. Vous achetez un fonds de trésorerie, allez hop.
Vous avez les obligations à 10 ans de l'État, ça c'est les obligations. Vous avez les actions, l'indice des actions françaises, et vous avez l'or. Et lui, il dit, écoutez, je vais vous dire un truc qui est très rigolo quand même. Si vous faites un quart en fonds de trésorerie, un quart en obligations, un quart en actions et un quart en or, oui. Et que vous ramenez tout le monde à un quart tous les trimestres, vous ramenez tout le monde à un quart, s'il y en a un qui est monté, vous le vendez, vous rachetez ce qui a baissé. Vous restez au quart, quoi. Vous restez au quart tout le temps comme ça. Et alors, ça marche. Vous faites 4% réel avec une volatilité extraordinairement faible. C'est-à-dire que vous faites à peu près 2 fois mieux que le livret A, quoi. Mais facile. Et vous ne prenez aucun risque. Il y a pour ainsi dire aucun risque. Et vous faites ça, donc vous bâtissez une espèce d'obligation synthétique indexée sur l'inflation qui fait 4% de plus que l'inflation, mais avec 4% de rendement réel à 4% sans prendre de risque. Vous avez un portefeuille qui est totalement... Et vous n'avez même pas besoin de sortir à l'étranger. Vous pouvez le faire tranquille, vous le faites... Vous pouvez le faire dans un PEA. Et donc, ce que j'essaie de dire, c'est ne croyez pas que c'est compliqué. Et là, au début, je m'adresse aux femmes. Je leur dis, dans tous les pays où j'ai vécu dans ma vie, ça paraît curieux, mais c'est toujours les femmes qui s'occupent de l'épargne familiale. Sauf en France. Parce qu'en France, les dames, si on commence à leur parler d'épargne, elles prennent un air effarouché en disant « je ne mange pas de ce pain-là, monsieur ». Oui, enfin, faut pas généraliser non plus, mais c'est vrai que ça existe. Je crois que d'ailleurs, on a une auditrice. Oui, nous avons une auditrice, c'est Clarisse qui nous appelle de Paris. Bonjour Clarisse. Bonjour Clarisse. Bonjour. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Monsieur Gave. Et merci infiniment Monsieur Berkoff pour vos émissions. Merci. Monsieur Gave, je suis abonné à votre université de l'épargne et je vous ai découvert avant sur l'Institut des libertés, donc j'ai pas de questions sur le portefeuille, les cadrans, etc. C'est plutôt sur qu'est-ce que je peux faire de l'argent que j'ai de côté pour acheter ma résidence principale à très court terme et l'épargne de précaution, donc ce qu'on met, puisque pour l'instant j'ai pas de travail, donc ce qu'on met de côté pour les années à venir, sachant donc qu'il faut que j'y ai un accès, que ce soit sûr et liquide. Pour l'instant c'est dans une banque française, mais avec la faillite à venir de l'État et sa volonté de taxer ou d'accaparer l'épargne... Comme vous y allez Clarisse, ça y est, faillite, ça y est, on est en faillite nous. On est en faillite. Bien qu'à ça risque d'exploser, donc ça fait un peu peur pour l'instant. Vous posez 2 ou 3 questions très importantes. La première, c'est vous allez avoir besoin d'acheter une résidence dans les combien de temps ? 6 mois, 2 ans, 4 ans ? Clarisse ? Hier. Donc, bon, alors à ce moment-là, vous devez vous mettre dans un fonds de trésorerie, c'est-à-dire des placements à très très court terme, dans la monnaie française du jour, c'est l'euro. Et là, il n'y a rien à faire parce que mais surtout, vous ne le laissez pas en cash dans votre banque. Et pour l'instant, je l'avais mis sur un compte à terme, mais là qui est arrivé à échéance. Est-ce que le compte à terme... Le compte à terme, vous pouvez vous le faire piquer facilement, parce que le compte à terme, vous avez prêté de l'argent à la banque. Tandis que si vous vous mettez dans un fonds de trésorerie, des obligations émises par l'État français, à court terme, 3 mois, 6 mois, 1 an, à ce moment-là, c'est à vous. Tandis que là, vous avez prêté de l'argent à la banque, donc si la banque fait faillite, vous vous retrouverez dans le pot commun des débiteurs de la banque, et vous serez cuite. Donc vous devez assurer la propriété. Si vous achetez un fonds de trésorerie, c'est comme si vous achetez une action, elle est à vous. Donc vous ne devez pas rester en compte à terme. Voilà Clarisse, si vous ne voulez pas être cuite, pensez à Charles Gave, et il est cru, lui. Et si vous voulez continuer à poser vos questions ou si vous voulez réagir à l'émission, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. André Berkoff revient tout de suite avec l'économiste Charles Gave. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et nous sommes toujours effectivement avec Charles Gave, Moïse descendu du Sinaï pour vous raconter comment il faut cesser de vous faire avoir. C'est pas simple, mais honnêtement, vous vous y mettez, dans une semaine, vous y êtes. Occupez-vous de votre épargne, c'est pas un mauvais conseil. Hein. Je crois, Marie, nous avons encore une auditrice. Alors, voilà, ce sont les femmes. C'est encore une femme, vous qui disiez qu'en France, les femmes ne s'occupaient pas de l'épargne. Je suis très content que ce soit des femmes, parce que c'est par elles que passera le salut. Alors, tout à fait. C'est Chantal qui nous appelle d'Arles. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Oui.
Oui, bonjour André Berkoff, je vous remercie pour vos émissions, je vous remercie de m'accueillir et je vous remercie pour la qualité de vos intervenants. Voilà, alors ma question était celle-ci. J'ai souscrit il y a 5 ans une assurance vie, j'ai un livret d'épargne populaire puisque mes revenus sont modestes et les bruits qui circulent depuis quelques jours, quelques semaines, concernant la préemption possible par l'État sur nos comptes, voilà, ça m'intrigue un petit peu et je voudrais savoir quoi faire. Ne pas laisser mon argent à disposition de l'État. Mais vous avez parfaitement raison. Essayons de raisonner une seconde tranquillement. L'État a une dette de 3 000 milliards, 3 300. 3 300 milliards. Oui, ça monte très vite. Donc c'est déjà plus vrai, ce sera 3 400 la semaine prochaine. Bon. Et l'épargne, si vous ajoutez le livret A plus les assurances vie, ça doit faire pas loin de 3 000 milliards aussi. Et ils peuvent plus augmenter les impôts parce que tout le monde est étranglé. Et puis maintenant, on est du côté des impôts où si vous augmentez les impôts, les rentrées fiscales vont baisser. Oui. Charles Gave, président de l'Institut des libertés économiques, met en garde contre les risques qui pèsent actuellement sur les économies des épargnants. Selon lui, de nombreux facteurs viennent fragiliser le pouvoir d'achat et la sécurité financière des ménages qui mettent l'argent de côté. Le phénomène qu'il aborde en détail dans son livre Cessez de vous en faire avoir. Il explique que plusieurs éléments influencent notre situation, notamment l'inflation, les taux d'intérêt faibles et la politique monétaire menée par les banques centrales comme la Banque centrale européenne. En Europe, l'inflation, qui est l'augmentation générale des prix des biens et services, réduit la valeur de l'argent dans le temps. Concrètement, cela signifie que l'argent placé aujourd'hui vaudrait moins demain si les prix continuent d'augmenter. Avec une inflation élevée, même si un épargnant met l'argent de côté, son pouvoir d'achat diminue plus rapidement que l'intérêt gagne sur son épargne. Le taux d'intérêt bas imposé par les banques centrales accentue aussi le problème. Depuis plusieurs années, le taux d'intérêt sont proches de zéro et parfois même négatifs, ce qui rend l'épargne peu rentable. Les banques centrales maintiennent le taux d'intérêt pour encourager les investissements et soutenir l'économie. Mais cela pénalise ceux qui cherchent simplement à épargner pour leur futur. Dans ce contexte, l'argent placé sur des comptes d'épargne classiques génère des rendements très faibles, souvent insuffisants pour compenser l'inflation. Pour Charles Gave, cette situation revient presque une tasse décrète, car il perd du pouvoir d'achat sans être touché par cette conscience. Dans cette situation actuelle, la dette publique vient d'aggraver la situation sur l'épargne. Les États s'endettent de plus en plus et cette dette pourrait devenir insoutenable si le taux de concret venait à augmenter. Ce qui place le gouvernement pourrait être tenté d'imposer les prélèvements sur l'épargne des citoyens pour renflouer leur caisse. Cette éventualité est une source d'inquiétude pour Charles Gave qui voit dans cette situation une menace pour la liberté économique des individus. Il souligne également que la gestion des banques peut constituer un risque pour l'épargne. En effet, les banques utilisent souvent l'argent déposé par leurs clients pour prêter ou investir dans les actifs risqués. En cas de perte, l'argent des épargnants peut être mis en péril. Charles Gave encourage donc les épargnants à prendre conscience de ces risques et à réfléchir à des alternatives plus protégées pour protéger leur épargne. Il propose par exemple d'envisager des investissements dans des actifs tangibles comme l'or ou des placements plus sécurisés à l'échelle internationale où l'inflation ou la dette publique sont moins préoccupantes. Il insiste sur la nécessité de bien comprendre le choix d'investissement et de se méfier des promesses de rendement élevés qui cachent souvent des risques importants. Pour préserver des économies, il est essentiel d'être vigilant face aux décisions économiques actuelles et de ne pas tisser son épargne simplement ou exposer à des effets d'inflation et des politiques monétaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.